Bonjour à tous et bienvenue à un épisode spécial du PBO Sport Podcast. Comme d'habitude, je suis avec mon co-animateur Benjamin Mador, mais aujourd'hui, on a deux invités avec nous, William Boily, Zachary Mercier. Comment ça va, les gars? Écoute, ça va super bien, toi? Ça va très bien, Très bien Zach. également, ouais. Yes, Ben? Ça va super bien. Toujours bien, Philippe. toujours. Aujourd'hui, Zachary, tu t'es déplacé, tu es venu à la cité collégiale justement pour participer à ce balado-là. Donc, on voulait parler un peu avec toi beaucoup quand même du journalisme sportif de manière générale, toi qui as passé par plusieurs étapes, qui a passé par où est-ce qu'on est présentement côté collégial. Donc, on voulait parler un peu de ton parcours et puis le journalisme sportif, à quel point c'est difficile de se tailler une place. Est-ce que c'est réaliste est-ce que nos rêves sont réalistes en 2024? Qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Tous des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, je voulais commencer vite fait. On va aussi un petit peu parler des Olympiques de Gatineau un peu plus tard. Donc, je voulais commencer, si tu pouvais nous parler un peu, Zach, de ton parcours, autant scolaire qu'après ça, au niveau professionnel. Écoute, il n'est pas si long que ça jusqu'à maintenant quand même. Là. Je suis encore à mes débuts, mais j'étais assis exactement à la même place que vous autres il y a quelques années, là, de 2017 à 2019. Donc, j'ai gradué du collège ici, la Cité, en 2019. Donc, ça fait quand même... Ça fait 5 ans, là, mais ça fait pas... on dirait que c'était hier, là, dans le fond. Ouais. Là, ça passe quand même assez rapidement. Mais c'est ça, exactement. Là, mes 5 années au secondaire par avant, joueur de hockey assez classique qui tente de graver les échelons, grave à la Ligue nationale, effectivement. Puis là, un jour, on se rend compte que il y a des fortes chances qu'on a j'ai une meilleure chance d'être journaliste sportif à couvrir la Ligue nationale que d'être joueur. Puis finalement, j'ai bien fait de miser là-dessus. À 5 pieds 7, disons que mes chances n'étaient pas très grandes de faire carrière dans ce domaine-là. Mais par la suite, justement, collège de la Cité, fait mes 2 années ici, j'ai eu tellement de plaisir, honnêtement. Là, j'ai encore plusieurs bons amis qu'on fait encore des petits pools de hockey, des petits pools de football, peu importe, là, on a eu beaucoup de plaisir, on a beaucoup appris aussi. C'est une façon justement de tester plusieurs trucs. On a accès à plusieurs équipements, fait qu'on peut tester du stock en masse. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis par la suite, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa pour compléter mon baccalauréat en journalisme numérique. Puis par la suite, directement à la sortie des classes, obtenu un emploi à Victoriaville pour couvrir les Tigres de Victoriaville et tout le sport dans la région des Bois-Francs. Donc, après ça, ça a été une année et demie assez intense, assez chargée. Ça a parti sur les chapeaux de roue avec un championnat dès mon premier mois. Les Tigres de Victoriaville ont remporté la Coupe du Président pour la première fois en 19 ans. Donc, ça a été beaucoup d'émotions. Mais par la suite, là, j'ai quitté après 1 an et demi pour le Nouvelliste à Trois-Rivières, couverture sportive qui était différente à mon arrivée. J'ai couvert vraiment un peu de tout. J'avais pas d'équipe junior à mon assignation là, à temps plein. Mais au début de cette année, j'ai couvert les Cataractes de Shawinigan avant, au mois de janvier, de transférer ici, là, de revenir à la maison au journal Le Droit. Donc, un peu full circle en 5 ans. Là, j'ai passé de graduer du Collège de la Cité ici à travailler comme journaliste sportif au journal Le Droit. Donc, pas mal de choses qui se sont passées, mais écoute, il n'y a pas grand-chose que je referais différemment. Ben, ça s'est passé vite. Ça s'est passé quand même très vite. Là. Étais-tu capable de t'imaginer, mettons, quand tu étais à notre place, là, que genre 3-4 ans plus tard, tu serais dans la Ligue nationale de hockey? Tu serais en train de faire du journalisme dans la Ligue nationale de hockey? Jamais, honnêtement. Je suis parti, j'ai accepté l'offre d'emploi à Victoriaville. J'avais eu l'opportunité d'être accepté aussi au HEC à Montréal en sports management pour faire un diplôme d'études supérieures spécialisées là-dedans. Je ne savais pas trop où donner de la tête quand j'ai eu l'opportunité de quitter vers Victoriaville. Finalement, je me suis lancé dans le vide. Écoute, j'étais dans le sol de chez mes parents. Écoute, j'ai jamais eu l'occasion de faire grand-chose. Puis là, je suis arrivé, puis du jour au lendemain, je suis parti à Victoriaville. Donc, ça a été assez un changement de vie assez drastique. Ouais. Mais j'ai aucunement regretté. Ça c'est vraiment... Les échelons se sont gravis rapidement. Puis ça a été toute une question de timing aussi. Il y avait un journaliste qui était là-bas au sport, qui était là pendant 4 ou 5 ans, qui a quitté. Donc, c'est quand même quelqu'un qui était là depuis plusieurs années pour le Nouvelliste, justement, à Trois-Rivières. Par la suite, je me suis amené pour le remplacer. Puis, 1 an et demi plus tard, je suis devenu son collègue de travail. Donc, tu sais, ça a été un peu une situation d'être à la bonne place au bon moment où j'ai remplacé quelqu'un qui était là depuis 10 ans au Nouvelliste qui a quitté. Donc, ça a été un peu ça aussi. Tout est une question de timing, d'être à la bonne place au bon moment. Puis, mais comme j'aime dire souvent, un bon joueur crée sa propre chance. Comme je dis, faut que tu fonces, faut que des fois, faut que tu baisses la tête, faut que tu travailles
travailles fort, puis des fois, les bonnes choses arrivent. Faut pas tenter, des fois, de trop penser, trop se casser la tête de hey, qu'est-ce que. Moi, j'ai des gros objectifs dans 5, 6, 7 ans. Écoute, demain matin, tout peut s'arrêter, on ne sait jamais, mais c'est vraiment de continuer à travailler, faire du mieux qu'on peut à tous les jours, faire la meilleure couverture possible, puis par la suite, espérer justement que des fois, il y a des opportunités qui tombent un peu du ciel. Mais quand je suis parti pour Victoriaville, je savais pas si un jour j'allais revenir dans la région, mais finalement, je suis revenu, mais c'était pas quelque chose que j'avais nécessairement à l'arrière de la tête, que je pars pour obligatoirement revenir dans la région. Quand je pense, là, tu sais, comme. Tu as gradué, t'étais en 2019? C'était en 2019, ouais? Exactement. Quand je pense avec tout ce que tu avais, tu as quand même une bonne fondation. Là, quand même, là, ça fait 5 ans que tu as gradué. Fait que ça va vraiment bien là, de ton côté. Là, c'est sûr que ça allait, comme je dis, ça allait rapidement. J'ai fait 2 ans d'université. Fait que ça va faire là, au cours des prochains mois, prochaines semaines, là, à partir du début mai, ça va faire 3 ans que je fais ça à temps plein. Donc, disons que c'est beaucoup de travail. Ça a été, comme je dis, changement de vie à plusieurs endroits où est-ce que partir à 4 heures de chez moi, de 4 heures de mes amis, toute ma famille, de déménager là seul dans un appartement où est-ce que j'avais de la misère à me faire des pâtes. Là. J'avais jamais vraiment cuisiné tant que ça. Ça a été vraiment d'apprendre un peu aussi la vie seule. Niveau social, c'est sûr qu'en plus, en pleine pandémie mondiale, c'était pas l'idéal à certains endroits où est-ce que tu débarques dans des villes, comme j'ai dit, que tu n'as aucun vraiment point de repas. Tu as certains collègues de travail, mais il y en a la plupart que de mes collègues de travail, quand tu commences, tu as 20 ans, il y en a qui ont des enfants plus vieux que toi. Donc, c'est pas la même dynamique de hey, on va aller faire quelque chose avec les collègues de travail, des activités. C'est pas des fois la même dynamique à certains endroits. Il y en a, comme j'ai dit, que plus que ça va, plus qu'il y a différents endroits, qu'il y a des fois des jeunes, puis tout ça, puis on peut faire des activités où le groupe social est plus fort. Mais c'est sûr que c'est vraiment, vraiment un changement de vie. Mais honnêtement, écoute, je pensais jamais que ça allait être aussi vite que j'ai eu la chance de couvrir la Ligue nationale déjà dès cette année, à 23 ans. Écoute, ça a été vraiment vite, mais comme j'ai dit, je regrette absolument rien. Ouais, c'est sûr. Je me pince à tous les jours pour faire comme hey, j'ai jamais l'impression de travailler. Être payé pour aller regarder du hockey, pour moi, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça être à ma place. Mais tu sais, tu parlais de Victo, là, tu parlais que tu étais un petit peu seul, mais tu avais quand même un chum qui était là, qui jouait avec les Tigres. Est-ce qu'il t'a aidé, comme, tu sais, Connor, est-ce qu'il t'a aidé à, comme, quand t'es arrivé, est-ce que tu lui as demandé des conseils de quoi faire à la ville ou peu importe, est-ce qu'il t'a épaulé quand t'es arrivé? Je sais que c'était en pleine pandémie, il pouvait pas. Il y avait des bulles, tout ça, mais est-ce qu'il t'a quand même épaulé quand il est arrivé? Ça a été un peu un point de contact avec l'organisation, dans le sens où c'est Connor Frenette qu'on parle ici, qui est justement un gars de Gatineau. J'ai eu la chance de jouer mon hockey mineur avec lui, son père nous a coaché, tout ça. Puis le hasard a fait qu'il jouait pour les Tigres dans le temps que j'étais là, dans le fond, là, quand j'étais à mon arrivée. Donc c'est certain que son horaire me le permettait, on ne pouvait pas se voir tant que ça. Là, surtout au niveau horaire junior majeur, il joue 68 matchs. En plus, lui était en sciences nature au cégep, qui avait des cours assez intense. Donc, écoute, il m'a aidé un peu plus à justement, quand tu débarques à un nouvel endroit, des points de contact. Je sais que c'était quelqu'un qui était fort apprécié dans l'organisation. Fait que certains qui me connaissaient un peu, donc ça m'a permis peut-être que justement de faire un certain lien avec l'entraîneur, avec les directeurs généraux, quelque chose comme ça, de hey, comme je le connais, il n'est pas ici pour des fois tenter de faire tout ça, de piéger ou d'essayer de faire un coup d'éclat à son arrivée ou quelque chose comme ça. Mais ça a juste été de ce côté-là. Mais c'est certain que c'était quand même spécial de couvrir quand même quelqu'un, un ami, surtout qui ont gagné le championnat dans le premier mois que je suis arrivé. C'était quand même spécial de pouvoir voir quelqu'un, comme j'ai dit, qu'on a côtoyé toute sa vie, un peu soulever un trophée puis avoir un accomplissement aussi important, surtout que les Tigres étaient négligés, mais comme négligés des négligés. Il n'y a pas grand monde qui donnait une seule victoire à cette série-là. Tout le monde pensait que les Foreurs allaient les balayer. Finalement, remporter le championnat en 6. Donc, ça a été des séries assez intenses. Mais c'est ce qui est spécial un peu du journaliste, parce que là, tu dis que à quel point ça s'est passé vite, là. C'est un emploi que tu sais pas à quoi t'attendre de jour en jour, puis des fois, tu te ramasses à Victoriaville. C'est quelque chose qui vous fait peur, vous autres, mettons, les gars, de savoir qu'à n'importe quel moment, ça se peut que tu te fasses envoyer à l'autre bout de la province? Moi, non, parce que, tu sais, c'est sûr, quand tu commences quelque chose que t'aimes vraiment, là, on va dire que tu t'en vas, comme moi, j'aime les Rangers, on va dire que tu te dis, OK, je vais aller à New York, OK, tout ça. Moi, je m'en fous parce que, tu sais, c'est quelque chose que tu vas quand même aimer, malgré tout. On va dire que même si c'est une game des Sharks, même si c'est les Sharks de San Jose. Pas contre les Sharks ici, on est fan des Sharks. Là. T'es un fan des Sharks? Écoute, j'aime la misère. T'aimes la misère? En tout cas, mais tu sais, même si t'es à l'autre bout, même si c'est du hockey tout ça, puis j'aime quand même ça. Mais en général, le sport, ça serait vraiment cool parce que si tu fais vraiment quelque chose que t'aimes vraiment, c'est pas vraiment comme de la job. Ouais. Mais j'imagine, il y a quand même la petite partie qui a peur d'aller se faire de la bouffe tout seul chez moi, puis devoir passer à tous les soupers.
Je sais pas à quel point je me débrouillerais très bien. Je pense que je serais en festin avec mes parents aussi. Je confirme beaucoup que je l'ai aussi, fait ouais. aussi. Là. Je l'ai fait à mes débuts. Des fois, tu as des questions. C'est comme, ben, écoute, tu es un peu lancé. Tu veux essayer certaines nouvelles choses, nouvelles recettes ou peu importe. Ou tu demandes de certaines façons. On s'entend, tu veux pas t'empoisonner, faire un empoisonnement alimentaire un mardi après-midi parce que ça tentait de faire des pâtes Alfredo puis tu as oublié de faire quelque chose, tu as oublié de faire bien cuire une viande ou n'importe quoi. Mais c'est sûr qu'au début, des fois, tu te fais comme, ouais, finalement, j'ai l'air autonome chez mes parents, mais quand tu arrives tout seul dans une ville à 4 heures de chez vous, puis tu connais pas grand monde, des fois c'est un peu plus compliqué, mais c'est bien des apprentissages, puis ça permet justement de développer assez rapidement ton autonomie, autant personnelle que professionnelle, parce que tu n'as pas le choix. À 100%. Si tu peux pas être finir à toutes les semaines au McDo, à tous les jours, à tous les repas au restaurant non plus, de façon un peu de développer certains trucs. Tu peux trouver des belles petites places pour que des fois des petits repas déjà faits qui peuvent t'aider ou des choses déjà faites. Et puis ça peut t'aider, mais c'est sûr que plus qu'on est. Ceux qui ont des bonnes habiletés en cuisine, là, c'est un méchant atout. Non, non, c'est clair, c'est clair. Toi, Ben? Mais oui, j'ai très peur. Là, mais honnêtement, j'ai très peur parce que, tu sais, moi, je suis très proche de ma famille. Tu sais, je suis très proche de ma mère et mon beau-père. Puis je trouve que, comme j'ai déjà essayé, là, tu sais, quand j'allais au cégep, en venir à la cité, j'ai fait 2 mois dans un appartement. Puis j'avais pas de ménage à faire, c'était tout petit. Là. Comme ma chambre était dans la cuisine, puis j'étais pas capable. Là, comme ça a duré. Une chance que les parents à ma copine étaient là parce que sinon, je pense que ça aurait été pire de ce que c'était. Puis les autres m'ont accueilli chez eux, puis j'ai réalisé que je pouvais pas encore vivre toute seule. Puis tu sais, j'aime ce métier-là, mais je sais pas si je suis encore prêt et assez mature pour prendre si demain matin on m'offre une opportunité pour aller à Victoriaville. Je pense que c'est pas tout le monde qui peut prendre cette responsabilité-là et cette opportunité-là. Il y a l'aspect aussi que tu as mentionné de ta copine, des relations amoureuses. Des fois, j'ai l'impression que ça peut être compliqué avec tout ce déménagement-là. Puis, tu sais, les relations à distance, c'est pas toujours facile. Si c'est pas trop loin, il y a façon de s'arranger. Toi, tu es un habitué de faire de la route. Ben. Ouais. Mais je me demande comment je serais capable de vivre tout ça, là, les deux, en fait, là, tu sais. Ben, tu sais, moi, je connais... Il y a un de mes amis, dans le fond, le cousin à ma copine, justement. Lui, il vient de Gatineau, puis sa copine aussi, elle vient de Gatineau. Puis lui, il va à l'université de Montréal. Il va au cégep à Montréal. Puis elle étudie à l'université de la Californie, USC. OK, wow, OK. Ouais, c'est loin, puis Ah ouais. tu sais, ils se voient pas souvent, puis ils sont quand même ensemble, puis tu sais, ça reste, ça fait 3 ans, puis ça fait 2 ans qu'ils font... Même Zach, toi aussi, là, c'est à distance, là, ta relation. Là, ta copine est à Québec, puis toi, t'es ici. Là, on a l'exemple parfait. Là. Ben, que c'est réalisable, ouais, exactement. Tu l'as vécu comment, toi, tout ça? Ben, à date, j'ai eu 2 copines qui restaient à pas mal à peu près 4 heures de chez nous dans ma vie. Fait Tu que, t'en des es pas fois, facile. écoute, comme je disais tantôt, j'aime les chocs de San Jose, j'aime la misère, j'aime la distance, j'aime la route, mais c'est certain que des fois, il y a des choses qu'on peut pas contrôler un peu là-dessus quand il y a des opportunités qui passent. Ouais. C'est sûr que ça m'a passé par la tête. Tu sais, moi, j'étais à Trois-Rivières avant. Ma copine est basée à Québec, donc c'était à peu près 1 heure et quart de voiture. Donc, ça se faisait très bien. On pouvait se voir très souvent. Là, maintenant, c'est un 4 heures à peu près. Mais c'est sûr que quand l'opportunité s'est présentée au droit, c'est un peu plus. Des fois, il y a des décisions qu'on peut pas simplement se baser des fois là-dessus, dans le sens où des opportunités qu'on peut comme pas refuser. Donc, faut y aller, faut aller de l'avant, faut trouver des fois des solutions, des façons de faire. Mais c'est certain que, écoute, comme je dis, là, l'opportunité qui s'est présentée, je pouvais comme pas trop la refuser. Donc, c'est certain qu'il y a une façon de bien discuter, des compromis, des choses comme ça. Toujours des façons de s'organiser, mais c'est certain que c'est oui, assurément un enjeu, famille, amis, etc. Mais des fois, faut faire le saut. Des fois, il faut se lancer dans le vide. Faut prendre des risques parce que, tu sais, justement, si on tente juste des fois de rester des fois dans notre coin de pays, ça peut être des bonnes solutions aussi. Il n'y a jamais de chemin parfait. Puis, tu sais, mon chemin, je peux pas te conseiller à tout le monde de faire la même chose que moi parce qu'il y a des fortes chances que le hasard des choses fera que ça peut pas aller aussi vite des fois que de mon côté, honnêtement. Mais moi, comme je dis tous les jours, je pensais jamais que ça allait aussi vite. Là, à chaque fois que j'ai réussi à avoir des opportunités, c'est des gens qui étaient là depuis des années, qu'on pensait pas qu'ils allaient quitter, puis qui finalement ont quitté. Donc, des fois, il ne faut pas juste se baser là-dessus. Mais comme j'ai dit, il faut des fois prendre des risques pour aller prendre de l'expérience. Puis si c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire, ben écoute, on fonce la tête baissée, on y va. Puis moi, à Victoriaville, j'ai énormément appris. Et je comptais pas mes heures. Justement, j'avais pas beaucoup d'amis là-bas, pas tant de famille, n'importe quoi. Donc, je me plongeais dans le travail. J'ai vraiment travaillé. Ça m'a permis de beaucoup m'améliorer, de vraiment trouver un rythme de travail, un rythme de vie, des façons de faire, des façons d'écrire. Parce qu'honnêtement, l'écrit, c'était pas nécessairement ma plus grande force au départ. Puis finalement, ben, j'ai réussi à, plus qu'on écrit, plus qu'on fait, on le travaille, on met tous les efforts. Ben écoute, ça finit par devenir
devenir un peu une seconde nature. Ouais, c'est ça. C'est clair qu'il faut prendre des risques. Comme un grand poète a déjà dit, life is a gamble. Donc, c'est vraiment... c'est ce qu'on doit faire, c'est clair. Pour terminer un petit peu sur le sujet du journalisme, là, on peut parler... L'état du journalisme actuellement, c'est un sujet quand même assez d'actualité. Là. On en parle souvent que c'est pas nécessairement facile. Est-ce que vous, mettons, en ce moment, on est en train d'étudier... C'est quelque chose qui vous inquiète un peu ou qui au moins vous trotte dans la tête, là? Moi, pas trop. Là. Moi, je vais expliquer une anecdote avant. Là. Moi, quand on a parlé de tout ça, pis c'est que le métier de journaliste allait changer, puis tout ça, mes parents ils ont dit va-t'en, là, ça sert à rien. Là, pis ça, non, moi, je reste ici. Ah ouais? Là. Moi, je reste ici. Là. Moi, je vais rester à qu'est-ce que j'aime faire. Mais pour répondre à la question, je pense que moi, ça va pas vraiment m'affecter parce que je trouve que nous, quand on fait comme nous-mêmes notre job, je trouve que ça serait vraiment mieux comme pour au moins comme pas nécessairement se faire un nom, mais comme envoyer ou comme utiliser notre passion pour quelqu'un qui nous regarde ou quelqu'un qui nous tu sais ce que je veux dire là, comme Dans le sens du journalisme, comme pas indépendant nécessairement, mais comme de faire ton propre nom à toi. ton propre nom à toi, ta réputation, C'est puis en ça, même temps ouais. ce que ta passion, tu peux comme l'envoyer à quelqu'un. Comme Ok. on va dire je te dis que je parle de baseball puis t'aimais pas le baseball, puis on va dire que je On va la je te transmettre, parle de là. ça. On va Ouais, transmettre on va ta la passion. transmettre. Puis, Yeah. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, toi. Moi, j'ai pas peur parce que le journaliste, ça dirige un peu dans mon domaine, là, tu sais, un domaine plus numérique, plus d'images, plus de vidéos, plus de trucs comme ça. Tu sais, comme moi, je crée des vidéos, puis j'ai pas peur de ça. Puis je trouve que ça va être comme ça maintenant, les nouvelles. Là, on va se transformer plus vers un style plus moderne, qui est plus rajeuni, puis un petit peu moins structuré. Puis je trouve que ça va être beaucoup mieux, puis ça va permettre à plusieurs personnes de mieux comprendre les nouvelles en tant que telles, parce que des fois, c'est compliqué à suivre. Tu sais, quand t'as tes nouvelles sur ton cellulaire, peu importe, c'est beaucoup plus facile que juste, tu sais, t'es obligé d'ouvrir ta télé puis de checker tes vidéos nouvelles à telle heure. Là, tandis Ouais. que tu l'as sur ton téléphone, c'est là. Puis, tu sais, l'avenir du journaliste, c'est. JF Plante m'a déjà dit ça, l'avenir du journaliste, ça va être la vidéo. Là. Ça va être des Ben ouais, choses c'est rapides, très quick, puis c'est des choses que tout le monde va pouvoir comprendre. Ben, Ben- j'ai l'impression qu'on... Attends, vas-y. ouais, ça, j'allais dire, imagine-toi, tu ouvres ta TV, tu regardes les nouvelles, puis tu vois juste des robots parler, comme des IA, puis tout ça, ça doit être tellement long. Là. Ah Fais- ouais. Fais juste imaginer ça. Mais, là. mais honnêtement, là, je veux pas rentrer dans un débat comme ça parce qu'on n'est pas ici, ici pour parler de ça, mais on dirait vraiment des robots comme les lecteurs de nouvelles. C'est tout comme calculé, tout coupé à telle place. Moi, regarder les nouvelles à TVA, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est comme, Ouais. bonsoir, mesdames, messieurs. Puis là, c'est tout bien coupé, c'est comme trop sérieux, comme pas besoin d'être sérieux, là, la gang. Là, comme, Mais c'est pour ça que j'ai aimé le reportage d'Antoine Fontaine, Exactement. justement, Ouais. qui, dans la soirée des reportages de l'édition 2024 de la soirée des reportages, qui a fait de quoi de complètement nouveau. un vlog, man, quasiment. Ouais. C'était quasiment un Ouais. vlog. Quasiment un vlog avec bien édité de façon... Super on créatif. est dans ce qu'on appelle un peu l'ère TikTok. Là. Exact. On a besoin des choses rapidement, puis notre attention, notre patience n'est pas énorme. Fait qu'il va falloir Ah non. que les nouvelles puis tout ça, ça s'adapte aussi. Puis je pense que nous, avec la jeunesse qu'on a, on est déjà capable de s'adapter à ça et au mode, au journalisme avec la vidéo, les graphiques, puis tout ce qui est flashy, créatif. Je pense que on est déjà un peu là-dedans. Puis T'as pas besoin d'une caméra à 10 000 là, pour faire des vidéos. Ouais. Il y en a qui font ça avec leur sel. Là. Il y en a qui font ça avec leur Je sel. pense que carrément. le mot le plus important dans tout ça, ce qui est la plus grande clé, puis peut-être la plus grande force, c'est le mot polyvalence. Ouais. Faut être polyvalent, faut savoir faire un peu tout, faut savoir avoir des bases en vidéo, en photo, faut avoir des bons réflexes, faut être capable de couvrir plusieurs sujets. Plus tu es polyvalent, meilleures tes chances sont de pouvoir percer puis de réussir puis d'avoir des emplois stables ou de faire un peu ce que tu aimes parce que ça part de là. Si tu as une polyvalence, faut que tu trouves ta façon à toi de te rendre indispensable. Puis c'est un peu ça la façon, faut que tu trouves un peu qu'est-ce qui te distingue de te rendre indispensable, d'être polyvalent. C'est un peu ça qui permet parce que dans un monde où est-ce que c'est assez compétitif, surtout que l'étau se resserre plus on monte, il y a certaines... Des fois, on passe dans des moments plus difficiles.
faut être polyvalent, il faut réussir à se distinguer un peu, trouver des façons de faire les choses un peu à sa façon, trouver un peu sa couleur, puis miser là-dessus, parce que si on essaie des fois de juste copier tout le monde, ce qui se fait partout ailleurs, je me suis fait souvent poser la question de quand j'ai pris la relève, justement, des 4 autres journalistes sportifs qui étaient là depuis des années. Ah, toi, t'es le nouveau ci, le nouveau ça, le nouvel telle personne. Ben, je suis pas le nouveau quelqu'un, je suis juste moi. Faut juste pas que, oui, il y a un certain leg qui a été fait, mais je pense que chacun veut faire ses choses à sa façon, chacun a sa couleur. Puis je pense que c'est ça l'important dans notre domaine si on veut si on veut réussir à travailler là-dedans, ça prend une certaine polyvalence, miser un peu sur ce qui se distingue, puis justement essayer de foncer, puis travailler. Je pense qu'il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas de recette miracle pour tout le monde. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer puis avoir du plaisir. Je pense que c'est la passion, plaisir, polyvalence. Ouais, Ben, c'est pour ça que je pense qu'on est à la bonne place aussi, parce qu'on apprend sur tout. Il y en a un programme qui existe de journalisme sportif. J'ai l'impression que ça resserre peut-être un petit peu, ça ferme quelques portes. Donc, je pense qu'être ici, c'est la bonne chose. Puis, j'aime ce que tu dis quand même, parce que il y a un exemple extrêmement banal que j'utilise, qui est Homer Simpson. Il y avait la voix d'Homer Simpson pendant longtemps, et par la suite, quand ça a changé, personne n'était content, tout le monde chialait. La nouvelle voix était excellente, mais c'était pas la même qu'avant. Faut juste accepter que c'est une nouvelle personne, puis t'essayes pas d'être l'autre personne, t'essayes d'être ta propre personne, puis c'est quand les gens réalisent ça, ben t'es correct après ça, là, c'est juste ça que il faut que le monde y pense un peu, que t'es pas les 4 qui étaient avant toi. Donc là, les gars, on peut aller un petit peu côté... Parce que là, Zachary, tu couvres les sports de la région, dans la galerie de presse des Olympiques de Gatineau depuis quelques temps. Et là, on est en séries éliminatoires du côté des Olympiques de Gatineau. On a mal commencé, pas nécessairement mal commencé, mais quand même, parce qu'on a commencé avec 2 défaites, un déficit de 2-0 dans la série face au Husky de Rouyn-Noranda. Et maintenant, dans le match numéro 3, qui s'est disputé le mardi 2 avril, victoire des Olympiques à la marque de 5-2. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce match-là? Que tu peux peut-être commencer là-dessus. C'était le match que les Olympiques devaient de remporter. Écoute, face au Husky, on le sentait venir peut-être cette victoire-là du fait du 2e match de la série où est-ce que les Olympiques ont peut-être été l'équipe qui a le mieux joué, pas été capable de l'emporter. Ça a été encore des petites erreurs de jeunesse. Zach Pelletier avait donné un but que, écoute, comme Serge Beausoleil l'avait vraiment mentionné dans son point de presse après le match, un peu lancé son gardien en dessous de l'autobus en disant ça a été un but donné. 2e but, ça a été une erreur d'un autre jeune défenseur qui a laissé Bézonon seul devant le filet. Donc, ça a été des erreurs coûteuse que finalement le match est terminé par la marque de 2-1, mais on a vu vraiment hier l'intensité, on a vu une équipe qui justement avait le couteau entre les dents, savait qu'il n'y avait pas de lendemain. Là, si on échappait ce 3e match-là, face à une équipe comme les Huskies, un rouleau compresseur, on peut oublier nos chances, là, ça va être une mission quasi impossible. Donc vraiment, ça a été une victoire de caractère. Les meilleurs joueurs se sont levés, les Mainville qui étaient sur une série de 10 matchs sans but, en a marqué 2. Charles Boutin était excellent, était meilleur que justement dans les 2 premiers. Vraiment, les grands joueurs Mathis se sont Gauthier. levés. Exactement. Mathis Gauthier est un pilier à la défensive. Il n'y a pas grand-chose qui passe de son côté. Un but très important qu'il a marqué hier. Donc, vraiment, ça a été ça. Puis, la différence de cette série-là, c'est le gars avec les grosses pads. C'est les gardiens de but. C'est vraiment là-dessus que ça joue. L'autre côté, du côté des Huskies, on a probablement le meilleur gardien de but de la LHJMQ et potentiellement un des meilleurs au pays. Ouais. Donc, de son côté, ça va prendre du trafic pour le battre. C'est ce qu'on a fait. On doit le déranger. De l'autre côté, on a un gardien de but de 17 ans qui est en pleine progression, qui, justement, pendant la saison, a montré certains signes qu'après des mauvais buts, s'écroulait. Là, vraiment, même s'il accorde le premier but, parce que dans tous les matchs de la série, les Olympiques sont fait marquer le premier but dans les 5 premières minutes, mais finalement, a réussi à bien rebondir, puis justement, a fait des arrêts clés hier pour permettre à son équipe de l'emporter. Donc, ça a été une énorme victoire qui donne un peu d'espoir encore là, aux Olympiques. Oui, bien c'est ce qu'on avait parlé, Ben. Dans le 2e match, là, les Olympiques, ça a été 2 buts après 6 minutes 40. C'est très, très, très facile de s'écrouler. Là. Il n'y a pas eu un autre but de concédé du match au complet. On disait que la seule chose qui manquait à trouver, c'était comment battre William Rousseau. Je pense qu'ils ont trouvé un petit peu dans le dernier match. Là. Ben oui, mais non. C'est pas des... C'est tous des buts qui étaient... À part celui de Gauthier, là, qui c'était un tir extrêmement bien placé. Mais le tir voilé en entrée de zone. Là. Le but de Boissel, 2 passes, il a eu sa palette, il a juste eu à mettre ça en haut de l'épaule. Mainville, son premier but, c'est une pièce de jeu incroyable. Aucun goaler aurait pu arrêter ça. 2e but de Mainville, c'est un autre
as un autre setup, il y a la circulation dans le filet. William Rousseau, tu le bats pas avec un tir à bleu. Là. William Fait qu'on Rousseau, on a quand même trouvé comment le battre. ouais, mais On a trouvé. Faut faire bien des passes, faut bouger la rondelle, puis... C'est la avec formule des jeux pour battre comme tous les ça, gardiens, dans le fond. ouais. C'est amener des rondelles avec du trafic, puis être près du but, payer le prix pour les retours. C'est vraiment ça. Puis en avantage numérique, faut pas manquer nos chances. Là. On a une occasion, justement, le but de Mainville, où est-ce qu'il y avait simplement à déposer la rondelle dans le filet. Ça a été ça. C'est pas compliqué. Les recettes, les joueurs, ils l'ont. C'est juste de l'appliquer. C'est pas mal plus difficile face à une défensive comme celle des Huskies, face à une équipe comme celle des Huskies. Moi, quand j'y pense, là, une autre anecdote. On devrait faire un jingle pour mes anecdotes. Puis c'est ça. Exactement. Les anecdotes de William Boilly. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'avais vu des vidéos, comme plusieurs vidéos passées sur YouTube en faisant comme des vidéos sur NHL qui ça disait on reconstruit la pire équipe de la LHJMQ, puis on a fini par comme contre les attentes, tu sais, on s'est qualifié en séries éliminatoires. Puis je trouve contre une des meilleures équipes de la LHJMQ, je trouve qu'on se bat vraiment bien. Là, quand vous y pensez. Là, c'est la nouvelle identité des Olympiques depuis Noël. ouais, Là, quand vous y pensez, là, 2-1 la dernière game, puis là on a regagné 5-2, puis on donne pas tant d'opportunités que ça quand on y pense, là, vraiment. Là. Surtout dans le dernier match. Ouais, le truc, c'est que le seul point faible, là, je les aime mes boys, là, mais je suis un peu sévère avec eux. Là. Les avantages numériques au Husky, tu peux pas donner ça. Là. On en a donné encore 2 hier, c'est ça, 2? 2, 3? De quoi? Des pénalités, 2, je pense. C'est ça, faut être discipliné. Ouais, c'est mais ça. c'est surtout le fait que on peut pas sortir de la structure. On a un plan de match établi. Si justement c'est des petites erreurs, les Huskies, ils vont te le faire payer. Et ça a été leur premier but hier, ça a été exactement ça. On a laissé Thomas Vernon seul devant le filet. Vraiment, là, il était complètement seul. Donc, on peut pas se permettre des fois des petites erreurs comme ça qui coûtent des buts parce que les Huskies, justement, ont tellement de force de frappe impressionnante que les opportunités, il n'y en a pas besoin de 50 pour la mettre dedans. Contrairement aux Olympiques où est-ce que, des fois, ils n'ont peut-être pas le talent naturel aussi élevé que du côté des Huskies. On ne peut pas s'asseoir sur le talent. Si les Olympiques veulent l'emporter, ça va prendre pas mal de travail, pas mal d'efforts, puis ça va être au pic et à pile. Au total, j'ai regardé juste pour se revérifier puis être sûr. C'était 4 punitions qu'on a données. Ouais. Fait que 4 avantages numériques au Husky quand tu penses. Il y en avait des inutiles. Là. Justin Blais. Ouais, on en a vu une de Justin Blais. Il y en a qui avaient absolument pas besoin d'arriver, puis tu peux pas te le permettre. Là. Surtout que c'était sa deuxième du match aussi. Puis il en a pris aussi là, dans les 2 premiers matchs à... On parle d'erreur de jeunesse, ça reste un défenseur très jeune qui est en pleine progression. Exactement. Sa première saison, donc c'est certain que ça va faire partie du jeu. Oui. C'est certain qu'il faut limiter ce genre de punition, mais ce que j'ai aimé aussi de Serge Beausoleil, c'est qu'il a quand même redonné une tape sur l'épaule de hey, retourne sur la patinoire. Vas-y, j'aime mieux te voir faire des erreurs que tu apprennes que justement de tout le temps punir, de taper sur les doigts, justement des fois de briser certaines confiances. On lui a donné la chance, puis honnêtement, même malgré ces 2 punitions, il n'a pas disputé un mauvais match là, hier. Donc c'est un peu ça, c'est d'apprendre. C'est une équipe en progression. Donc c'est un peu ça le constat du côté des Olympiques, surtout que, j'ai dit, on apprend, puis Serge Beausoleil, il voit très bien. S'il y a quelqu'un qui est capable de créer des surprises, c'est bien Serge Beausoleil. Oui, exact. Mais oui, exact. Mais oui. 5 des 6 défenseurs n'avaient jamais touché la glace en séries éliminatoires avant cette année. Et moi, ce que je parlais que dans le dernier, avec Benjamin, que j'aime beaucoup, c'est l'adaptation, le niveau d'adaptation des Olympiques. Qui, dans le premier match, on a vu une équipe qui s'est fait dominer. Zach Pelletier qui avait l'air un peu nerveux, les défenseurs, tout le monde, à part les vétérans, tu voyais que c'était quelque chose de nouveau, l'atmosphère des séries, tout ça. Dans le deuxième match, on a 10 tirs de plus que son adversaire. On perd seulement 2-1. Ça, c'est une belle adaptation. Et encore mieux le match d'après, où est-ce qu'on va chercher une victoire de 5-2. En seulement 3 matchs, 3 matchs d'expérience en séries éliminatoires pour des jeunes comme ça, je trouve qu'ils font un travail phénoménal. Puis il en reste, là. Il en reste un 4e, puis je peux juste m'imaginer que... Il en reste au moins 2. Oui, exactement. Il en reste au moins 2, c'est ça. Que je peux juste m'imaginer que ça va s'améliorer, honnêtement. Est-ce qu'on voit quand même une grosse différence des Olympiques qui jouent devant leurs partisans? Parce qu'on a vu les matchs à Rouen. Le deuxième, je l'ai dit, ça n'a pas été mauvais, mais clairement, il y a quelque chose de plus quand ils jouent au Centre Slush-Poppy. Ben, tu sais, oui, mais j'ai hâte de voir le match de vendredi soir à Rouen-Noranda. C'est peut-être de l'adaptation qu'on a fait, puis on est arrivé hier, comme par hasard, on joue à la maison, puis on a été excellent, mais on n'a pas l'avantage de la glace de cette série-là. Fait que si on veut gagner, il faudra gagner. Si on veut miraculeusement sortir de cette série-là, il
faudra gagner à Rouen au moins un match. Là. Sinon, oui. c'est terminé. Là. Ouais, t'as pas le Match choix. numéro 7 à Rouen, là, si tu veux aller chercher cette victoire-là. Si tu veux finir ça à la maison, il faut que tu gagnes les 3 prochaines. Bon, exact. Ça sera pas un défi facile. Hein? Non, puis surtout qu'à Rouyn-Noranda, c'est probablement une des places les plus difficiles à jouer en raison de la dimension de la patinoire qui est un peu plus petite. Zone 1 est un peu plus Ah rétrécie. Donc, Ouais. c'est un peu le constat que toutes les équipes font quand ils vont jouer à Rouyn-Noranda. Eux sont habitués de jouer sur ce type de patinoire-là. En saison régulière, ils ont fini 26-4-4 fiches à domicile. Le contraire de Chicoutimi, c'est plus Oui, grand. exactement, patinoire Ouais. olympique à Chicoutimi. Donc, chaque équipe, c'est ces deux marchés peut-être qui ont le plus, de différence au niveau de la patinoire. Mais ça, quand on parle d'avantage local, ça en fait partie parce qu'ils sont habitués de jouer sur ce type de patinoire. Leur système de jeu est bâti un peu en conséquence. Mais ce qui a peut-être encore plus d'impact que la foule, c'est le dernier changement. C'est le dernier Ouais. changement pour Ouais. adapter les L'atmosphère est trios. Exactement, adapter les trios, c'est vraiment ça. Surtout que face à une équipe comme les Olympiques où est-ce qu'on n'a pas le choix de jouer un peu aux échecs parce que sur la route, on peut justement tenter d'exposer certains trios des Olympiques, mais à domicile, Serge Beausoleil est Excellent. assez expérimenté pour justement tenter de mieux placer ses pions au bon endroit au bon moment parce que sur la route, c'est pas mal plus difficile. Donc, on doit honnêtement remporter des matchs à domicile, puis à l'extérieur, on doit jouer un peu le même genre de match qu'on a joué hier. Mais c'est certain que c'est pas facile à Rouyn-Noranda avec le genre d'équipe qu'ils ont. Là. Ouais, mais tu parles qu'ils sont capables de concevoir leur équipe, leur stratégie, puis tout ça alentour du fait que de leur glace, de la grandeur de leur patinoire. Mais est-ce que c'est un désavantage quand tu vas jouer ailleurs ou non, pas vraiment, parce que toutes les glaces ailleurs sont pareilles? C'est ça, c'est à ce niveau-là, oui, on peut pratiquer Ouais. sur cette patinoire-là, mais il y a tellement d'autres patinoires qui sont assez standards réglementaires. Donc, je pense pas que c'est tant un désavantage que ça. Puis, c'est certain que de pouvoir remporter autant de matchs à domicile, si on est capable, justement, les Huskies cette année, 26 victoires, 4 défaites dans le temps supplémentaire. Disons que c'est une solide base au niveau des points. Si on est capable de remporter des matchs à domicile, puis après ça, simplement jouer pour 500 sur la route, écoute, c'est une formation qui a l'avantage de la glace dans la LGMQ. Donc, c'est vraiment important, ces matchs-là à domicile. Les Olympiques avaient joué à peu près pour 500 en saison régulière à la maison. Mais là, justement, on a vu une foule qui était... Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de monde hier aux Olympiques. Là, il y a 3500 personnes. Je m'attendais peut-être qu'est-ce que ça soit au-dessus de 4000, pratiquement 4500. Mais j'ai hâte de voir si, pour le match numéro 4, il y aura un peu plus de partisans suite à la victoire au match numéro 3. Moi, je voulais aller un petit peu plus du côté un petit peu plus négatif. Il faut quand même parler du négatif un peu. Qu'est-ce que tu as pensé de Justin Dumais hier, qui est parti du premier trio et qui a fini le match sur le 4e? Ben écoute, c'est sûr qu'on a vu en début de match Serge Beausoleil jouer avec ses trios. On a vu des Nathan Lévesque qui aller un peu de haut en bas de l'alignement. Même chose pour Dumais, qui, honnêtement, Dumais avait potentiellement été le meilleur attaquant des Olympiques dans les 2 premiers matchs. Il a joué du gros hockey, donc pas le choix de le récompenser. Débute sur le premier trio. Finalement, peut-être qu'il n'y a pas l'étincelle souhaitée. Puis on n'a pas le choix dans un match où on joue pour notre vie. On n'a pas le choix de s'adapter. C'est ce que Serge Beausoleil a fait. Écoute, j'ai rien contre ça. Honnêtement, il faut que tu joues avec les joueurs qui sont hot présentement. Là. C'est un peu ça. Quand les joueurs jouent un bon match, faut pas avoir peur de leur donner plus de temps de glace, plus de responsabilités. Aussi bien de brûler avec des joueurs qui jouent un bon match que d'essayer de t'entêter avec certains de tes leaders, certains de tes meilleurs joueurs qui sont supposés être les meilleurs, mais qui connaissent un mauvais match. Donc, de ce côté-là, c'est sûr qu'on doit s'attendre d'ici la fin de la série à pas mal de mouvements parce que Serge Beausoleil n'a pas le temps d'espérer qu'il y ait quelque chose qui allume plus tard dans le match. Il va être trop tard. Il va être trop tard face aux Huskies. On ne doit pas les laisser se distancer parce que, surtout en troisième période, on va les voir fermer le jeu. Ils ont l'équipe, ils ont le gardien justement pour garder les joueurs à l'extérieur. Donc, si les Huskies débutent la troisième période avec une avance, bonne chance. Ouais. Non, c'est clair qu'il va y avoir beaucoup d'adaptations. Tu as mentionné le 3500 billets vendus qui est... C'est combien la capacité maximale? C'est 5000, non? 5000 piles. Mhm. Ouais. C'est quelque chose qui vous a surpris, toi, William? Entendre ça, là, 3500? Quand j'y pense, pas vraiment, parce que comme tu sais, on s'attend que c'est une équipe qui s'est qualifiée aux séries de justesse, vraiment. Là. Mhm. On se dit, ah ben là, on va se faire éliminer très rapidement, puis tout ça. Mais là, en regardant le troisième match, tout ça, qu'on a gagné 5-2 d'une façon assez dominante, c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir plus de personnes parce qu'on se dit, C'est ça. peut-être il y a de l'espoir, là, tu sais. Mais quand tu arrives à Gatineau, tu te perds déjà la série 2-0, puis tu vois que tu te prends déjà contre une équipe vraiment forte. C'est sûr que ça me surprend vraiment pas qu'il y ait un peu moins de monde. Mais ça dépend vraiment de l'espoir du monde qui viennent. Quand que tu t'en viens, comme tu as dit, il y avait 3500 personnes. Ils se sont dit, OK, on va y aller. Puis là, ils ont finalement gagné. C'est sûr que
c'est sûr qu'ils vont avoir plus de billets comme vendus aujourd'hui. C'est sûr. Ouais, C'est ouais. sûr. C'est un match un mardi soir aussi. Là. Milieu de semaine, c'est assurément pas l'idéal, mais Non. ça reste que dans la frénésie des séries éliminatoires, peut-être qu'avec ce qu'on a vécu l'an passé, peut-être que nos attentes étaient un peu trop élevées, où est-ce que tous les matchs l'an dernier en série ont été à guichet fermé, mais on avait une équipe pour tout gagner, dans le Ouais. fond. Donc, c'est pas le même scénario, mais c'est certain que, écoute, 3500, c'est très respectable. Là. Quand, Ah, on c'est regarde, très bon. quand on Ouais. regarde les moyennes dans la ligue, là, Exact. il y a certains marchés où est-ce C'est- qu'on traîne vraiment de la patte, même autant c'est régulier qu'en éliminatoire. Les foules sont dégarnies. Donc, à Gatineau, honnêtement, là, on peut, les Olympiques, au niveau des foules, sont assurément pas à plaindre à ce niveau-là. Mais c'est certain que plus il y a de monde, plus c'est plaisant, plus l'ambiance est excellente. Mais disons qu'avec 3500 personnes pour le match numéro 3, il y avait quand même de l'ambiance. Elle s'est faite très bruyante, C'est ça. la foule. Ouais, 100%. Il était peut-être moins, mais il était 2 fois plus fort. Là. Tu sais, on parle de l'assistance. Moi, j'avais une stat. Je parlais avec Olivier Beauregard, directeur des communications et marketing des Olympiques. Les Olympiques sont quatrième. Quand on a lu cette stat-là, les Olympiques étaient quatrième en nombre d'assistances dans la Ligue. Devant eux, il y avait Québec, plus grosse arena qu'eux. Moncton, plus grosse arena qu'eux. Puis Et Halifax, plus grosse arena qu'eux. Puis après ça, tu arrives en quatrième position avec une des équipes tu sais, les moins talentueuses des 18 dans la Ligue. C'est ça, en Et reconstruction. en aréna réglementaire. Puis, tu sais, c'est ça, c'est chapeau à toute cette équipe-là, toute l'équipe d'Olivier, puis toute l'équipe marketing de cette équipe-là qui travaille très fort. Tu sais, quand tu viens à Gatineau, on le disait hier, quand tu viens à Gatineau, tu viens pas juste voir le match. C'est comme Philippe, tu comparais un petit peu avec le Centre Bell. Tu sais, c'était comme tu viens pas juste voir un match, tu viens voir un show aussi parce que tous les gars dans la régie, toutes les personnes dans l'organisation donnent un show. Tu sais, on a un lookalike, on a un gros jumbotron, puis tu sais, c'est pas cher le un match junior là, tu sais, puis tu vas supporter des petits gars de tu sais, de 18, 19, 20 ans, tu sais, même 16 ans, tu sais, puis eux c'est qu'est-ce qui leur fait le plus de bien quand les gens sont là. Ouais, puis c'est Olivier Beauregard aussi qui avait mentionné, des fois les joueurs lui disaient comment se fait que le monde vienne nous voir, surtout en début de saison quand C'est c'était difficile. Fait que ça, je trouve que ça veut dire quand même une très belle chose des partisans de hockey à Gatineau. Et puis une autre chose qu'avait mentionné Olivier Beauregard, c'est qu'il y a des gens qui lui écrivent pour savoir s'il y a encore des billets disponibles. L'année passée, si tu étais 20 minutes en retard, là, ça faisait 20 minutes que les billets étaient sortis, ils étaient partis. Il n'y en avait plus. Puis les gens allaient au match, puis c'était, on a gagné. On s'en va dans un match contre les Sea Dogs l'année passée, avec une ligne de Alexis Gendron, Riley Kidney et Olivier Nadeau. On a gagné. Avec Tristan Luneau en arrière et la Pena, c'était terminé. Les Sea Dogs n'avaient aucune chance, mais là, cette année, c'est le contraire. Là, tu sais. On a gagné un match. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai. À Saint John? Ouais. À Saint John, Ouais. OK. Mais on s'attendait à ce qu'ils gagnent quand même. Tandis que là, ils sont disponibles, les billets. Là, tu peux arriver une journée en retard, puis t'es correct. Fait que je pense que le monde, ils doivent savoir ça. C'est une information importante aussi. Là. Écoute, je pense qu'aujourd'hui, c'était ça l'objectif là, du côté des Olympiques, là, du côté marketing. Je pense qu'on a fait des millions de publications, honnêtement, aujourd'hui pour essayer de vendre ces billets-là puis essayer de remplir notre aréna. Puis on va voir ce soir, quand on va arriver, on va voir l'engouement. Là, on va voir cet engouement-là. Je pense que ça va être un match spécial ce soir. Mais je pense que pour ajouter là-dessus, le fait d'armes des Olympiques cette année, c'est on s'attendait de voir. Avec l'an dernier, c'était avec l'effet de nouveauté du nouvel aréna, etc., une bonne équipe. Mais le vrai test, c'était cette année. C'était de voir les partisans à quel point allaient répondre parce que là, on avait une équipe à reconstruction. L'effet de nouveauté était un peu parti, mais vraiment, ça a été une bonne réponse parce que, comme tu as mentionné, ça a été une des bonnes foules au niveau de la GMQ. Oui, exactement. Exactement. Je pense qu'on peut être fiers quand même et content de ce qu'on voit. Les gars, juste avant de terminer, une petite prédiction pour le match numéro 4. À quoi on s'attend? Ça se peut quand les gens écoutent ça, le match soit déjà terminé et qu'on ait l'air un peu stupide, mais c'est des choses qui arrivent. Je peux vous demander vos prédictions? Moi, j'ai dit Huskies en 5. Moi, je pense que ça va être une victoire des Huskies cette fois-là. Je pense que ça va finir 4-2 pour les Huskies. Puis je pense que ça va être un match assez dominant. Ils vont riposter assez fort. C'est ça. Ça, c'est un point important. Ils vont répondre fort. C'est ce que les Olympiques doivent être prêts, Zach. Je pense que j'y vais dans la même optique. Écoute, je pense que les Olympiques, s'ils veulent essayer de l'emporter, ça va jouer dès la première période. On ne doit pas, justement, encore une fois, accorder un but dans les 5 premières minutes. Même si c'est une situation qu'on connaît, je pense que ça va jouer rapidement. Puis encore une fois, Zach Pelletier a prouvé depuis le début de la série qu'il était quand même capable de bien faire, mais va-t-il être capable encore une fois de le faire ce soir dans un 2 matchs en 24 heures à suivre? Mais moi, je pense que ça va être une victoire de 5-1 là, du côté des Huskies avec probablement un, peut-être même 2 buts dans un filet désert. Ouais. Benjamin, dernière prédiction? Vas-y, toi, avant. Parce que moi, les fans vont aimer mieux la mienne que la tienne.
Non, mais moi, j'y vais olympique aussi. Ah ouais? Je vais olympique aussi. J'ai de la misère à better contre les Olympiques à la maison. J'ai beaucoup de difficultés. Ça va être un match extrêmement serré. Et puis, ça va être tout simplement de trouver une façon de stopper la grosse attaque de loups enragés, des huskies, de chiens enragés, des huskies en début de match. Et puis après ça, s'ils sont capables de calmer un peu le match. On contrôle le match. Oui, exactement. Honnêtement, je pense qu'ils sont capables. S'ils l'ont fait une fois, ils peuvent le faire une deuxième. Je vais y aller un 3-2 Gatineau en prolongation. OK. Moi, j'y vais sens contraire. Je pense que les Huskies vont pas réussir à rebondir dans ce match-là. Je ne sais pas s'il y a du bois proche, là, mais... mais je pense que, honnêtement, il y a plusieurs dans cette chambre-là des Huskies qui sont un peu en mode panique, un peu. Là. Même si l'entraîneur hier, il a dit en point de presse, on était là, les trois, les gars, on panique pas, peu importe, mais moi, ça m'inquiète de voir Sam Savoie avec aucun point en 3 matchs sur le premier trio. Moi, j'allais te dire que je parie qu'il va marquer un but ce soir, au moins un but. Ouais. Touche du bois aussi. Faut toucher du bois. Mais moi, je dis une victoire des Olympiques 4-2. OK, en temps réglementaire encore. Un but d'un filet désert, OK. par exemple. Là. Mais tu sais, puis je dis une grosse performance de, comme on l'aime bien l'appeler, Wayne Gretzky, Nathan Lévesque, un but, 2 passes. À la maison. Un but, 2 passes. Ouais, Un but, Gretzky 2 à la passes. maison. Un but, 2 passes? Un but, 2 passes ce soir. Les deux derrière le filet. C'est ça que j'allais dire. Avec une célébration, un petit greedy, là, puis un heartbreaker. J'ai bien hâte de voir comment le match va se dérouler, qui va aller chercher la victoire et puis l'assistance au match. Combien il va y avoir de partisans? Je m'attends à ce qu'il y en ait, on s'attend tous, je pense, à ce qu'il y en ait un petit peu plus que dans le match numéro 3. C'est à venir ce soir, le mercredi, quand vous voyez ça, peut-être qu'on a l'air un petit peu trop optimiste, moi et Benjamin, avec nos prédictions. Mais écoutez, c'est des choses qui arrivent. On l'assume. On l'assume qu'on est des optimistes. Zachary, William, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ça fait plaisir. Benjamin, merci comme d'habitude. Yes, et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Olympique pour la coupe, let's go.